manière dont on essaie de disparaître sans douleur, se cacher à nous-mêmes que nous disparaissons. Le logo est idéal. Une sorte d'aménagement funéraire. Oui, des préarrangements. Le logo, c'est nos préarrangements collectifs, là. Monsieur Saint-Germain, bonjour. Bonjour, Léon. Merci d'avoir accepté notre invitation aux grandes entrevues de Libre Média. Je vous présente, vous êtes professeur de philosophie à l'UQAM, vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Je cite les derniers. L'avenir du bluff québécois en 2015, Le mal du Québec en 2016, en 2017, Naître colonisé en Amérique, en 2019, Québec Circus. Ce sont 4 ouvrages qui se suivent et qui ont été publiés aux éditions Libert. Et dans l'avenir du bluff québécois, je commence comme ça. Vous évoquez assez rapidement l'existence d'une biocratie au Québec. J'ai eu l'impression de tomber vraiment sur un ouvrage assez prophétique avant la pandémie. Est-ce que vous avez vu vos thèses se concrétiser davantage durant cette fameuse période qu'on a traversée? Il faut dire que si vous avez remarqué, merci de m'inviter. D'abord, je suis très content de travailler avec vous parce que je sais la difficulté que ça représente de nager à contre-courant des médias québécois et c'est pour ça que je me prête au jeu de l'entrevue avec plaisir. Vous aurez remarqué qu'il y a 4... Ça ne peut qu'être prophétique parce qu'il y a 4 lames du tarot. Non, blague à part, oui, parce que pour moi, l'essence du modèle québécois, c'est un modèle biocratique. Au sens où la grande affaire de la Révolution tranquille, c'est avant tout la carte d'assurance santé de Castonguay, là. Pour moi, la grande Révolution tranquille, c'est la biocratie québécoise, c'est-à-dire l'instauration d'une aristocratie médicale de jeunes millionnaires à la Côte Z affriolante, qui s'installent et qui prennent le pouvoir, qui sont dans un rapport de dialectique, de prise d'otage continue sur 50 ans, c'est-à-dire on vous en donne-tu des soins, on vous en donne-tu pas, on déborde-tu pas. En fait, pour moi, la Révolution tranquille, c'est d'abord l'instauration de l'aristocratie médicale. Donc la biocratie, c'est ça. J'ai bien dit biocratie. L'instauration donc d'un biopouvoir, celui dont parlait... Essentiellement, ouais. Puis Agamben aussi dans la modernité. Donc c'est assez fou. Je le répète pour les auditeurs, M. Saint-Germain, vous parlez de discours sanitaire. On est en 2015, là, donc on est 5 ans avant la crise sanitaire et on a l'impression que ça vous êtes très d'avance. Là. Mais c'est-à-dire qu'on le voit parce que mais on le voit aussi, on le voyait déjà poindre à travers la question de l'euthanasie active au PQ, c'est-à-dire ça aussi pour moi c'est un signe exceptionnellement troublant, c'est-à-dire que le seul parti nationaliste qui parle d'avenir en fait est le promoteur de l'euthanasie active. Des individus perçus comme une avancée, comme un modèle humaniste. Puis ceux qui s'y opposent, évidemment, sont des sadiques, des cruels qui ne comprennent rien à l'histoire. Avant d'entrer dans la question de l'aide médicale à mourir, on peut utiliser ce terme-là, qui est grosso modo l'euthanasie. Donc, le modèle québécois, pour vous, est concerne essentiellement la question de la santé. Bon, évidemment, on sait que la moitié du budget de l'État est consacré à alimenter le système de santé. Mais j'aimerais que vous précisiez vraiment votre vision de la biocratie québécoise, ce régime sanitaire, c'est quoi là, pour... Bien, c'est un régime dans lequel le patient n'est pas un patient, est d'abord un bénéficiaire, comme un assisté social. D'abord, le geste du paiement a été complètement escamoté. On ne sait même pas combien ça coûte lorsqu'on visite un médecin, là. Il n'y a même pas de facture émise. On est comme des enfants. Non seulement on se déshabille devant son médecin, mais en plus, on ne sait même pas combien la prise en charge de notre corps, parce qu'évidemment, le grand slogan d'un État comme le nôtre, c'est la prise en charge. C'est véritablement le mot-clé pour comprendre ce rapport de domination. C'est-à-dire, l'État va vous prendre en charge, même de votre mort, même avec l'injection létale gratuite. Donc, cette immense endocolonisation, c'est-à-dire on est colonisé historiquement par les Anglais,
on aimerait bien s'en faire des amis, mais ça n'a jamais fonctionné vraiment. Non seulement on est colonisé par des Anglais, mais on s'est endo-colonisé dans un rapport de prise d'otage ponctuel, tantôt avec les médecins, tantôt avec les infirmières de la FIC, qui manifestent même devant les hôpitaux. Pour moi, c'est des scènes, comme les professeurs d'éthique, pour moi, c'est une scène incroyable, que des infirmières qui sont sur la formule RAM depuis 50 ans, syndiquées, qui cotisent, se présentent avec des pancartes à l'entrée des hôpitaux puis dérangent les malades, là. Puis les visiteurs des malades. Pour moi, c'est des scènes extraordinaires. Comment on a fait pour en arriver là au Québec, en arriver à créer un État avant tout centré sur le sanitaire? C'est-à-dire qu'on est passé d'une nation catholique à une nation sanitaire, grosso modo. Comment on en vient là comme peuple? Pour vous, à ce que je comprends, c'est un peu la suite de la colonisation, là, cette espèce de prise en charge naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence politique symbolisée. De sorte qu'on est comme en droit, on parlait dans le droit des biens de la distinction entre des corps certains et des choses de genre. Nous sommes des espèces de choses de genre. On vaccine en masse selon des techniques vétérinaires, entre guillemets, même si on a chacun des médecins de famille pour un certain nombre. On vaccine en masse, on travaille en masse, on veut sauver la vie biologique, mais comme on n'est pas symbolisé politiquement, comme on n'a pas d'existence historique, comme on ne fait pas face à l'histoire universelle, qu'on s'est exclu de l'histoire universelle, comme Boat People linguistique en Amérique, on est pris à n'avoir comme passeport que notre carte d'assurance maladie. En fait, notre seul passeport, c'est l'assurance maladie avec l'injection létale à la fin de vos jours. On disait le paradis avant, mais aujourd'hui, c'est l'injection. L'existence biologique, c'est bien ça, non? À quoi on a été réduit durant la crise sanitaire, c'est-à-dire un État qui ne s'intéresse qu'à la vie, mais à la vie en tant que... Il s'intéresse à la vie. Non, mais on a réduit la vie à un état qui est la condition physique, c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte de la santé mentale, on a réduit, toute la mission de l'État est effectivement réduite à entretenir le biologique. Oui, mais là, c'est parce que, oui, je suis en partie d'accord avec ce que vous dites, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une immense opération de transfert de fonds vers Pfizer, vers les compagnies pharmaceutiques. Qu'est-ce qui s'est passé durant la crise sanitaire? C'est 17 milliards de transferts de fonds avec des décrets aux 10 jours, là, comme dans une république de bananes. Là. Dans le fond, c'est des décrets d'urgence votés aux 10 jours. Pour vous, c'est un vol... c'est-à-dire un vol de banque. C'est-à-dire, c'est peut-être pas un vol, mais en tout cas, c'est un détournement entre... On n'a pas été beaucoup à le dire aux douanes à la... c'est-à-dire à sa face même. C'est-à-dire que comment tu peux... Un vieux parlamentariste britannique qui décrète aux 10 jours, c'est un pays du tiers-monde, là. On a basculé. C'est-à-dire on a profité de la panique engendrée par les médias pour, évidemment... C'est le drame du Québec, dans le fond, que d'avoir été prédisposé par l'instauration de ce régime sanitaire. Donc, le Québec, pour vous, était davantage prédisposé que les autres pays occidentaux à sombrer, si on veut, dans ce qu'on a appelé, nous autres, le sanitarisme, en tout cas à Libre Média, puis dans un livre que j'ai publié, un livre collectif. Mais il était prêt parce que, dans le fond, il est habitué d'attendre dans les urgences, il est habitué de souffrir parce que c'est gratuit, puis parce que c'est mieux que rien, parce que notre devise, c'est mieux que rien. Il y a 2 devises au Québec, c'est mieux que rien, et c'est pas le temps de chercher des coupables. C'est les deux moteurs de notre rapport à la conscience collective, là, de sorte qu'on était liés. Puis en plus, le rapport à la personnalité de Legault, qui est si terrible, faisait le reste du travail. Rappelez-vous là, ce que les gens disaient. Ferais-tu mieux à sa place? Ouais. Oui, mais je fais pas 300. Je suis pas ministre de la Santé. Je fais pas 300 000 par année. Je suis pas un spécialiste de ça. Non, j'ai élu des gens qui sont censés être des spécialistes, des technocrates, qui font des danses sur YouTube, comme le Dr Arruda, ou qui s'adressent à moi comme si j'étais un accidenté de la route. Là, ça n'a aucun sens dans une société. C'est-à-dire que va-t-on un jour être capable de faire le post-mortem de cette folie collective? C'est ça que je me demande. C'est-à-dire, sommes-nous capables de honte, la honte d'avoir obéi aussi mollement, avoir effacé
toute espèce d'idée de concept de consentement libre et éclairé avec des produits expérimentaux. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne l'éthique. Ça a été tout ce que j'ai dit sur le consentement libre et éclairé s'est effacé en quelques jours. En quelques jours. Vous êtes gêné pour le Québec d'avoir assisté? C'est-à-dire que d'abord, je suis gêné d'avoir obéi. D'avoir moi-même obéi parce que j'ai voulu voyager aussi. Mais évidemment... Mais la vaccination, c'est une chose. Après, oui, mais la vaccination, c'est un acte sacramentel bien fort. Ça faisait partie de l'ensemble, bien évidemment. Le masque, ça faisait partie de la soumission, du geste de soumission à l'État. Là, hein. Oui, bien sûr, oui. En plus, on avait les médias qui étaient des médias haineux qui encourageaient... qui encourageait les gens à s'opposer à leurs beaux-frères, si le beau-frère... Enfin, des scènes on dirait on est en Afrique lors des grands massacres, c'est-à-dire, toutes choses étant égales par ailleurs, là, faut pas... mais c'est-à-dire que il y avait de la haine, là. Il y avait aucune éthique des médias, aucune éthique sur la question de l'intention du consentement libre et éclairé, consentement sur lequel on revient continuellement dans les médias. Pour dire qu'il faut faire très attention à ça. Puis, à l'université, évidemment, il y a des cours sur le consentement, même du corps professoral. Le consentement en matière de sexualité. Oui, exactement. C'est un thème quand même qui est très, très fort. On est extrêmement fin sur ces questions-là. Et là, on était dans l'injection d'un produit expérimental. Et en plus, on prend mon choix, là. C'est ça le fameux slogan féministe, je pense. Oui. On était sur un produit expérimental que l'on visait à des populations qui, en général, depuis tout ce qu'on connaît de l'éthique appliquée, sont exclus la plupart du temps rapidement, c'est-à-dire femmes enceintes et enfants. C'est-à-dire ça, c'est extraordinairement périlleux. C'est extraordinairement périlleux. Encourager la vaccination d'un produit expérimental à des femmes et à des enfants. Pour moi, je tombais au plan de l'éthique, je tombais des nues. C'est-à-dire que j'étais wow! C'est-à-dire tout ce que j'ai lu sur des folies, sur des surchauffes étatiques, dans les textbooks, se réalisait dans la société québécoise à ce moment-là. C'est extraordinaire. Un laboratoire, finalement. Un laboratoire de catastrophe, aurait dit quelqu'un d'autre. Donc, pas juste les rapports sociaux là, qui ont été interdits pratiquement. On est quand même été dans une société où il était pratiquement même interdit d'avoir des rapports sexuels. C'est quand même assez incroyable. Madame Tam disait comment s'y prendre. Ah oui, c'est ça. Elle remplaçait Thomas Sanchez. C'était un ancien... Donc, pour vous, mais je ne savais pas que vous étiez aussi sur ces questions-là. C'est-à-dire, bon, les rapports sociaux sont prohibés, du moins réduits à leur plus simple expression, ou réduits à néant. Là. C'est-à-dire qu'on ne prend pas compte des dommages collatéraux que des politiques haineuses de cette nature-là vont créer. C'est-à-dire, quand Legault dit à tout le monde en parle, on a essayé de congédier 100 000 infirmières ou je ne sais pas combien d'infirmières, puis les avocats nous ont dit que non, ça ne pouvait pas se faire. C'est du jamais vu qu'un premier ministre dise qu'il veut congédier. Moi, à l'époque où j'ai vécu, Bourassa voulait créer 100 000 emplois, il ne voulait pas créer 100 000 congédiements. Legault dit notre loi sur les itinérants, on ne veut pas exclure les itinérants de notre loi parce que les gens pourraient se déguiser en itinérants. Hey, ça me dénotait une insensibilité absolue, une surdité inconsciente incroyable. Pendant combien de temps le Québec va-t-il subir les séquelles de ce sanitarisme, de cette gestion de la crise sanitaire pendant... Non, mais là, on voit qu'on est en mode oubli actif. Là, déni actif. Oui, déni actif, oubli, effacement de la preuve, dépérissement de la preuve. Aucun post-mortem, comme vous disiez. Aucun post-mortem. Rappelez-vous Justine Bouchard. Justine Bouchard, c'est un personnage qui est une femme... C'est pas un personnage, au contraire, c'est une femme exceptionnelle qui est mourante, que l'on met dehors pour qu'elle puisse rencontrer sa famille pendant la période sanitaire. C'est la scène d'Antigone de Sophocle. Elle interpelle Legault. Elle dit « Regarde ce que tu fais ». Elle dit, puis là, les gens sont alentour d'elle, je pense que c'est dans le Saguenay. Il y a des gens qui l'accompagnent à ses derniers moments parce qu'ils ne peuvent pas être dans sa chambre à cause de la contagion. On applique tellement la consigne. Nous sommes tous des enfants des CPE, donc les consignes, pour nous, c'est très, très important. Et donc, la madame meurt. Mais c'est d'une tristesse insondable. Pour moi, c'est le point tournant. C'est l'horreur, le point d'horreur. Cette période-là a montré, en quelque sorte, que l'expérience du totalitarisme
est encore possible. Ça a montré ce que Pierre Legendre, un juriste, nous apprend. Un État peut devenir fou. C'est pas parce qu'il y a des madames qui lisent les nouvelles avec une face, sérieuse. Un État peut devenir fou. C'est passé pour vous? Pour moi, oui. C'est-à-dire un État peut perdre les pédales complètement. À cause de son... C'est-à-dire qu'en temps ordinaire, une incompétence provinciale comme celle de Legault, ça peut passer. Et pour ceux qui vous diraient, oui, mais que la gestion de la crise sanitaire était plus ou moins la même dans tous les États occidentaux, et ce qui s'est passé au Québec, c'est juste parce que le système de santé au Québec était plus fragile que dans les États américains ou en Floride, par exemple, on a permis un peu plus, les gens sont restés libres, en fait, là, et que ce que vous dites, finalement, la sociologie, c'est pas très important. C'est juste le système de santé était plus fragile. Et on l'a sauvé, le système de santé, finalement. Hein? Évidemment, non, là. Non, parce qu'à chaque été... Non, mais c'est parce qu'à chaque été, on est surpris de voir arriver l'été, puis on nous parle de micro-gestion. C'est-à-dire que, imaginez, là, c'est un système qui tourne à 1 milliard par semaine, puis on nous parle de micro-gestion au bulletin de nouvelles, là. À chaque année, il y a une pénurie, les urgences sont fermées en région, parce qu'on ne voit pas arriver l'été. On s'étonne qu'il va y avoir un roulement de personnel. Tous ces gens-là sont syndiqués depuis 50 ans. Tous ces systèmes-là, les CIUS, les CIS, enfin, tout est installé. Et à chaque fois, on est surpris par l'été. Et chaque fois, les gens, les gens ne ferment pas les routes pour avoir des soins. Et pourtant, ils payent le même impôt. À Lebel sur Quévillon, là, il n'y a pas une ligne d'impôt qu'on aurait, puis on dit, moi, je ne paye pas d'impôt parce que mon urgence est fermée, ou je dis Lebel, ça pourrait être ailleurs. Non, il n'y a personne qui... Non, c'est parce que dans le fond, on se dit... Qu'est-ce qu'on se dit, en fait? On se dit, si je ne suis pas soigné, au moins les autres ne le sont pas. C'est ça, le cogito du bénéficiaire, c'est ça. Si je ne suis pas soigné, au moins les autres ne le sont pas. C'est pas très humaniste. Non, mais c'est là les passions tristes dont parle Spinoza, c'est la nature humaine. Les médecins, vous êtes très sévères dans vos livres. Mais je ne suis pas sévère vis-à-vis des médecins, je suis admiratif. J'ai un peu étudié dans ma vie, et donc je suis admiratif devant les médecins comme personne. Mais je suis très sévère à l'égard des fédérations, à l'égard de ceux qui les représentent. Les médecins, c'est les nouveaux chamans, c'est les nouveaux... C'est pas les nouveaux chamans. C'est un groupe organisé, supérieurement intelligent, plus intelligent que la moyenne des ours, avec une organisation qui peut tenir à n'importe quel État québécois. Dans le fond, dans l'État québécois, il y a 3 éléments. La Sûreté du Québec, les médecins, les fédérations de médecins, et puis l'Hydro-Québec. C'est 3 États dans l'État. Le reste, c'est du niaisage. Les routes, l'éducation, là, c'est pas... On s'en... Et quand même, les médecins forment une caste, vous dites? Oui. Donc, on s'entend, le Québec, le modèle québécois, c'est un régime politique qui a ses particularités. Les médecins occupent une place particulière au sein de ce régime-là, mais je ne sais pas si vous iriez jusqu'à dire, appeler ça un régime, dans le sens où une organisation politique particulière avec ses magistrats, etc. Non, mais avec sa capacité d'investir l'État, de faire de l'État, non pas ce tiers impartial désintéressé, mais essentiellement d'envoyer Gaétan Barrette comme ministre. C'est-à-dire des scènes qui sont incestueuses au sens intellectuel. C'est-à-dire comme un président de syndicat qui devient recteur ou de l'université où il a travaillé. Ça, c'est des scènes, c'est gros comme le nez au milieu du visage, mais ça, c'est des affaires qu'on voit au Québec, là. Je ne sais pas si vous allez me dire on a les mêmes exemples ailleurs, je ne sais pas. Mais je sais que pour moi, c'est fascinant, ça. Oh oui, non, mais je vous confirme par expérience que ce qui se passe au Québec... C'est Dracula à la tête de la banque de sang, là. Mais en gros, il y a une médicocratie. Les médecins forment une caste. Ils emmènent beaucoup trop large. C'est des gens qui profitent du modèle québécois. Non, mais en chaque corporation, j'entends bien. Moi aussi, je connais des médecins sur le plan personnel, c'est autre chose. Mais je parle des médecins comme système. C'est-à-dire, on a instauré une caste comparable, je veux dire... à l'aristocratie française avant la Révolution, disons. Donc, c'est quand même un peu c'est ce que vous dites. Est-ce qu'il y aurait une manière au Québec de casser le lobby des médecins? Mais écoutez, le Québec est probablement la seule place au monde où on a confiné 8,5 millions de personnes pour permettre aux médecins d'aller faire du ski à la fin de semaine.
durant une pandémie. Mais je sais pas si j'irais jusque-là pour le permettre de faire du ski. Peut-être d'autres activités, là, mais enfin, je sais qu'on a eu un problème. Je sais que mon médecin de famille, parce que moi, je ne suis pas un orphelin, j'ai la chance d'avoir un médecin de famille, parce qu'on décrit les patients orphelins, comme ça donne une idée du lien, là. Je sais que je sais, en fait, qu'il ne m'a pas appelé pour me dire, vous, M. Saint-Germain, vous seriez éligible au vaccin. Ou vous, M. Saint-Germain, j'ai relu votre dossier médical, puis je pense que c'est pas une bonne idée de vous faire vacciner pour toutes sortes de raisons. Je m'étonne qu'il n'ait pas pris la peine de faire un certain nombre d'appels. Il aurait pu automatiser les appels pour avoir une batch, comme on dit en bon latin, de personnes. Et donc, il aurait pu faire ça, c'est-à-dire pour dire, on est devant un produit expérimental, puis vous faites souffrir de diabète, je pense que vous auriez un avantage, des bénéfices supérieurs à vous prêter à cette expérience, une expérience incroyable dans l'histoire de la vaccination. Vous auriez intérêt à le faire. Vous, monsieur ou madame, vous n'auriez pas intérêt à le faire. Ils n'ont pas fait ça. C'est juste ça que je constate. Constatez quand même que les médecins emmènent beaucoup trop large au Québec. Oui, mais c'est bien compliqué. C'est plus compliqué que ça. Ils emmènent pas large au sens de... Ils emmènent large parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont... C'est nos codes Z ou nos codes R, là. C'est-à-dire que c'est ceux qui traversent le système public d'éducation, puis c'est ceux qui traversent à la fois le public et le privé. C'est-à-dire qu'ils sont exceptionnellement redoutables dans une société peu scolarisée comme la nôtre, malgré l'autoscolarisation dont on se vante, là. Mais vous sentez une certaine injustice quand même qui nous interpelle dans le sens où vous dites que ces gens-là... Rapport de force. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils accaparent une partie importante du budget pendant qu'on déplore les conditions de travail, par exemple des infirmières depuis des années, celles des préposés aux bénéficiaires. On sent, quand on vous lit, que il y a une injustice par rapport à ça, que peut-être le budget est mal redistribué et que peut-être, si on prétendait avoir un État si humaniste, égalitariste que ça, peut-être qu'on n'aurait pas exactement ce type de configuration de l'État. Donc, vous en appelez peut-être à autre chose. Peut-être que si vous sortir de vos études en médecine, vous avez un emploi assuré et que la moyenne de votre population, c'est 62 000 par année ou 52 000, il doit avoir un cap salarial. C'est-à-dire, si vous êtes assuré d'un emploi, vous devez avoir en proportion de la richesse des gens. Vous pouvez gagner 4 fois, 3 fois le salaire des gens, mais vous devez avoir un plafond salarial. Où vous allez dans le privé, où vous avez, quand vous traitez les gens, vous êtes en proportion de la richesse des gens que vous traitez. Mais surtout, vous investissez dans votre clinique, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas les équipements de l'État. Oui, mais ça vient après. À partir du moment où tout le monde dort, là, tout est possible. C'est-à-dire que tous les abus sont possibles. À partir du moment où la RAMQ ne vérifie pas les réclamations, vérifie un très petit pourcentage de ce qu'on appelle la surfacturation, par exemple, à partir du moment où ils ne se mettent pas le nez là-dedans, tout est possible. Est-ce qu'il faut former plus de médecins? On entend souvent ça. Par rapport à l'Ontario, on en a-tu autant ou on en a moins? On en a autant qu'en Ontario. Est-ce qu'il serait au chômage si on avait un système concurrentiel? Je ne sais pas, peut-être. Il y en a peut-être au chômage. On passe à la question du Québec. On est déjà évidemment dans le Québec, là, mais toute la question de l'indépendance, vous êtes un auteur nationaliste, vous me déplorez. Non, indépendantiste. Indépendantiste, c'est le mot que vous utilisez. Donc, on vous sent très déçu du Québec, du Parti québécois en particulier. Vous vous rapprochez beaucoup de choses au Parti québécois. Pour vous, c'est un peu l'artisan du déclin, ou du moins, du déclin. En fait, je propose la première lecture, en tout cas, entre guillemets, la première lecture révisionniste du rôle du Parti québécois dans l'histoire du Québec. C'est-à-dire que plutôt que de tomber en admiration, puis tomber dans la géographie, je pense que ces hommes-là, bien qu'ils étaient de bonne foi, ont fait un tort considérable à l'histoire de la souveraineté et de l'indépendance du Québec. Je pense qu'ils étaient créés tout simplement pour faire disparaître le FLQ, essentiellement. C'est la branche nationaliste du Parti libéral. René Lévesque, c'est ça. Mais en fait, nous sommes les fils de Claude Morin. Nous sommes tous comme indépendantistes, entre guillemets, ou nationalistes plutôt, les fils de Claude Morin. C'est quoi la principale erreur du PQ, à part peut-être sa mollesse là, ou son manque de combativité? Mais c'est l'absence de lecture préparatoire
ou à la décolonisation. C'est l'absence de lecture de Albert Memmi, de Frantz Fanon. Est-ce que vous allez loin? Vous citez même Mao dans le bluff, l'avenir du bluff québécois. Oui, mais il y a un peu d'ironie là-dedans. Mon amour pour Mao, c'est quand même limité. Il y a 2 formules de Mao que j'aime. Il dit, il ne faut jamais oublier la lutte de classe. Puis il dit, une révolution n'est pas une invitation à dîner. Mais vous reprochez un peu au PQ, pas juste un peu, là, à son espèce de naïveté, son manque de couilles, quoi, dans le sens où décoloniser implique forcément Ça implique ce qu'on appelle la sécession d'État. des rapports de force qu'on n'a pas voulu Jérôme, admettre, peut-être. Jérôme, c'est parce que la sécession d'État d'un dominion comme le Canada, un dominion jusqu'en 1931, c'est l'Empire britannique, les amis, là. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'ils vont nous trouver bons puis démocrates qu'ils vont nous laisser aller, là. Chuck Guité a mieux compris la politique que Jacques Parizeau. Tu sais, Jacques Parizeau, on s'imaginait, c'était fantastique parce qu'il a dit, si on faisait l'indépendance, on investirait à la caisse de dépôt pour éviter la chute. Les gens se palmaient devant ça, pas comme si c'était l'enfance de l'art. Donc, le PQ, pour vous, j'imagine, quand vous avez publié L'avenir du bluff en 2015, bon, les 3 autres vont suivre. J'imagine que vous avez eu beaucoup, vous avez créé beaucoup de surprises. Dans l'acte noir du silence. Auprès du milieu nationaliste qui doit encore aujourd'hui vous reprocher certaines de vos thèses. Le milieu nationaliste. C'est quoi le milieu nationaliste? C'est mon ami Robert Laplante qui fait l'inventaire des vexations constitutionnelles canadiennes. C'est mon ami Mathieu Bock-Côté qui gagne sa vie là-dedans. C'est dans les articles pour le Journal de Montréal. C'est ça le nationalisme? Ben, c'est ça qui est... On voit la fragilité. C'est PSP qui a un nom d'acronyme comme CHSLD ou c'est un chef acronyme. C'est ça. Non, mais... Vous disiez même une fois que, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon... Saint-Pierre et Paul. C'est parce que vous avez une mauvaise fréquentation théologique. Le premier concile, il y a déjà un schisme entre Pierre et Paul à Jérusalem. Donc, ça part mal, comme on dit. Là. C'est des gens pour lesquels j'ai un respect personnel. Personnel n'est pas politique. Politiques sont dangereux parce que, dans le fond, ils font juste tourner en rond. C'est juste ça, là. Mais dans le fond, le nationaliste et des composés, c'est rien. Reviens, regarde ma formule de nous sommes les fils de notre ami Claude Morin. Claude Morin, c'est le père de l'étapisme, c'est le père des luttes constitutionnelles, c'est celui qui travaillait avec la GRC par les soirs. C'est celui que René Lévesque n'a même pas renié. Oui. C'est-à-dire, René Lévesque s'est fait avertir que, bon... Pour le rappeler aux auditeurs, Claude Morin, c'est la personne qui était finalement un député du Parti québécois, qui était une taupe de la GRC. Pour que les gens comprennent bien, là. Et René Lévesque ne l'a pas vraiment désavoué. Est-ce que c'est-à-dire qu'il ne voulait pas... Non, ça l'a beaucoup déçu, mais en fait... L'évêque a toujours été tiède, là. Mais on sent dans vos propos que si ça s'était produit en Irlande, ce type-là aurait été assassiné par l'Irak. Mais disons que... Non, j'ai fait référence au Sinn Féin, mais je ne veux pas aller plus loin là-dedans. Non, mais c'est parce que vous dites quand même que... Mais c'est-à-dire le degré d'indignation par rapport à un architecte d'une négociation que l'on poursuit encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas question de faire C'est-à-dire ce que Parizeau voulait faire en 95, parce que rappelez-vous aussi des thèses que je soutiens, c'est qu'en 95, nous sommes morts historiquement. Là. Notre acte de décès, c'est 95. Rappelez-vous le geste de Parizeau qui est si important. Il donne à Bouchard... Imaginez, c'est une scène au plan psychanalytique extrêmement forte. Vous êtes le premier ministre et vous concédez à quelqu'un, soi-disant parce que les sondages sont meilleurs ou que Jean-François Lisée vous a dit à l'oreille que ça serait mieux avec M. Bouchard. C'est comme une nuit de noces dans laquelle tu demandes à ton beau-frère ça n'a aucun sens. Mais non, de fêter la noce à ta place, c'est-à-dire que ça n'a aucun sens au plan du geste, là. Vous moquez beaucoup de PKP aussi, là? Non, c'est un moment particulier. En fait, ce qui reste du nationalisme, c'est le nationalisme. Vous découvrez c'est le nationalisme québécois. Ce qui nous reste... Vous dites c'est un cirque, là. On sent très bien...
d'un spectacle de marionnettes. Oui, c'est un cirque tragique, parce que dans le fond, c'est quand même tragique quand on y pense. Quand on pense à nos ancêtres, quand on pense à nos 400 ans d'histoire en Amérique, c'est tragique par rapport à D'Iberville, à Montcalm. C'est-à-dire que c'est tragique. À la fois tragique, mais aussi moins tragique par rapport au destin de d'autres nations. C'est-à-dire qu'on est comme resté aussi dans une espèce d'esprit, même la conquête a-t-elle été si violente par rapport à la conquête du Mexique, par exemple? C'est un drame, mais à quel point ça on a brûlé des fermes, on a... Oh, oui, je ne veux pas minimiser cette situation au Québec. Si vos ancêtres avaient été faire un voyage en Nouvelle-Zélande en bateau, là, je ne sais pas. Non, ça a été violent, c'est une conquête violente. C'est pas... Non, on a été défaits par la conquête et on en pâtit depuis. Là, c'est un acte symbolique extrêmement fort. C'est pas de... Mais ce qui est tragique, c'est de finir comme un laboratoire biopolitique. C'est ça qui est le plus attristant. C'est qu'on va finir comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert biopolitique. C'est-à-dire des gens qui disparaissent doucement, qui sont les premiers en matière d'euthanasie. C'est que depuis la conquête, finalement, depuis le plan d'Abraham, il n'y a jamais eu vraiment, à part la révolte des Patriotes, au Québec, du moins de guerre, d'événements violents qui auraient pu déclencher. On sent peut-être même que vous le déplorez d'une certaine façon, qu'il n'y ait pas eu d'événements, disons-le, violents. C'est-à-dire que la violence politique sert des causes politiques. Je le déplore pas. Je le déplore pas parce que je suis pas un homme violent. Non, mais... Je le déplore dans la mesure où le FLQ, par exemple... Parce que vous l'abordez la question de la violence politique, là, vous le dites, là. Je l'aborde parce que, dans le fond, toutes les luttes... Vous le nommez le mot. Toutes les luttes de décolonisation, ou la plupart des luttes, si on se réfère à Mémy ou à Fanon... On peut vous reprocher ça, non? Dans vouloir dire, vous, M. Saint-Germain, est-ce que vous reprochez le fait qu'au Québec, on n'ait pas eu de guerre depuis la guerre de conquête, puis que finalement, il fallait faire comme l'IRA, peut-être, ou comme l'ETA, ou comme, qui d'autre, les Corses, ou... Mais pensez au destin... Je veux faire un peu l'avocat du diable, vous comprenez? Mais parce que vous citez Mao, la lutte, les classes... Pensez au destin des hommes du FLQ. L'Algérie, c'est un bon exemple. Des hommes et des femmes du FLQ. Prenez l'exemple des hommes et des femmes du FLQ disparus, dont on ne connaît même pas le nom. C'était d'ailleurs le titre d'un ouvrage de François Schirm. On ne se souviendra même pas de ton nom. Quand il est sorti du pénitencier fédéral, c'est son ouvrage autobiographique. Schirm, Carbonneau... tous ces personnages, en fait, qu'on ne connaît plus, en fait, appartiennent à l'histoire vivante du Québec. C'est eux qui permettent le PQ. S'il n'y a pas de FLQ, le PQ prend pas le pouvoir, contrairement à ce que l'évêque pensait. Ça prend absolument le FLQ pour qu'on s'assoie à la table de négociation, pour que le nationalisme puisse avoir une certaine, un certain aplomb. Ça prend des gars comme ça qui se sacrifient complètement. Oui. Ce que je voulais dire aussi, par rapport au passé, dans le sens où il ne s'est pas passé grand-chose depuis la conquête, c'est qu'est-ce qu'on ne pourrait pas vous reprocher de comparer le sort, par exemple, des Algériens avec celui des Québécois? Est-ce qu'on pourrait dire vous exagérez? Parce que finalement, ici au Québec, la colonisation, ça a été assez soft. Puis c'est peut-être ça le drame du Québec, tellement soft. Finalement, l'Empire britannique a une manière tellement soft, en fait, de décoloniser. Puis on sait que le principe de dévolution... De nous assimiler. Oui, mais de manière très, très pernicieuse, comprenez, très sournoise. Et que si ça avait été peut-être un autre État, si ça avait été l'Empire français, peut-être que l'Empire français produit des colonies, des ex-colonies plus réactives. Chaque cas est un cas de figure, là. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Les comparatifs... Moi, je fais référence au fait que, dans le fond, historiquement, quand tu veux faire avancer une cause puis que ça avance pas, il faut pas... Avant qu'on s'assoie puis avant qu'on parle sérieusement d'affaires avec les gens puis qu'ils nous prennent au sérieux, ça a pris le FLQ. Pour moi, c'est ça. Je veux pas réhabiliter la FLQ, je veux pas en faire des... Mais c'est des martyrs au sens du terme étymologie de martyr, au sens de... Ils témoignent d'une lutte. Est-ce qu'il y avait tort, il y avait raison? Tout ça est une... Je veux pas discuter de ça sur le fond. Je veux juste dire que c'est important. C'est un passage obligé. C'est-à-dire que c'est un passage... Mais c'est gros, ça. Dire ça au Québec, dire le FLQ est un passage obligé dans l'histoire du Québec. Sinon... vous n'avez pas grand monde qui oserait dire ça. Sinon, c'est un schisme à l'intérieur du Parti libéral avec René Lévesque, puis on nationalise l'Hydro-Québec, dont on s'aperçoit que le réseau tombe. Parce que même le FLQ, FLN, cette correspondance-là,
Oui, mais ça, c'est toujours les perdants de l'histoire. C'est-à-dire, si vous perdez dans l'histoire... Parce que la guerre d'Algérie, c'est plus... Oui, mais Jérôme, si on million, perd dans l'histoire, on va être un criminel. Si on gagne, on n'est pas un criminel. On est un héros historique. On a perdu. Donc, c'est des criminels. Il y a même des criminels de droit commun. Rappelez, même le Québec, je me rappelle de cette fameuse émission de Tout le monde en parle où Guillaume Lepage essaie d'inviter le fils de Pierre Laporte avec le fils de Paul Rose pour les réconcilier. Ça vous donne une idée de alors que le fils de Paul Rose n'était même pas ses lieux. Il s'est accusé d'un crime qu'il n'a même pas commis. Donc, il n'était même pas physiquement sur les lieux. Puis, être colonisé, c'est ça. C'est-à-dire, c'est... Donc, le PQ, c'est quoi? C'est un parti qui a inventé un peu, c'est quoi la gouvernance souverainiste, qui a fait le jeu, finalement, du système colonial et il continue à le faire. C'est-à-dire que les gens ne savent pas trop. Il faut revenir à la formule de Régis Chatran. Ils ont toutes fait des choses sauf la chose la plus importante. Ils ont toutes fait des bonnes choses sauf la chose la plus importante, c'est-à-dire l'indépendance. Et les gens qui vous disent, oui, mais les gens, si on leur parlait de référendum, oui, mais on leur parle. Ils iraient voter pour le PQ et que c'était électoralement suicidaire. Ça, c'est ce qu'on... Mais justement, pourquoi on leur parle toujours de référendum? Un calendrier référendaire, c'est la meilleure chose pour perdre. C'est-à-dire, tu dis à tous tes ennemis, voici le jour où je vais me présenter dans la cour d'école, amenez vos fiers à bras. C'est-à-dire, c'est la recette gagnante pour perdre. C'est juste le référendum. Non, tu dis, si moi j'ai la majorité de députés à l'Assemblée nationale, je déclare unilatéralement l'indépendance du Québec. Il y a celui qui vous a, oui, mais... En Espagne, eux, ils mettent les gars qui étaient en prison. On est chanceux au Québec, M. Saint-Germain, parce que, regardez, on est libre de s'exprimer aujourd'hui. Mais laissons ces côtés. Mais parce que finalement, on était inoffensif et ils ont laissé libre, dans le fond, parce qu'on était simplement insignifiants, inoffensifs. Ce que vous dites un peu des péquistes, non? C'est qu'ils étaient tellement insignifiants, inoffensifs, un peu comme les députés du Bloc québécois. Ces gens-là représentent le Canada. Chaque semaine, dans un pays, quelque part dans le monde, ils ont des privilèges. Ils voyagent, ils ont des pensions. Ils sont très contents de représenter le Canada, mais ils ne le savent pas. Donc, c'est un peu ça. Oui, mais être colonisé, c'est ça aussi, là. C'est élire du monde qui sont là pour perdre. C'est d'élire des gens qui vont s'étendre au deuxième round, comme dans des combats de boxe arrangés, là. Quand tu t'élis Parizeau ou Bouchard, tu sais que tu vas perdre avec eux autres, là. Tu sais que tu es inconsciemment que tu vas perdre avec ces gars-là. Ils ne peuvent pas ne faire autrement que perdre. Au sens de la boxe, au sens d'un combat arrangé. Au deuxième round, devant tel boxeur, tu t'étendras. C'est ce que Bouchard a fait. Mais attention, M. Saint-Germain, vous pourriez être accusé dans le complotisme. Là. Mais il n'y a pas de complotisme. C'est-à-dire, être colonisé, c'est être mu par des forces qu'on ignore. C'est-à-dire, si on n'a pas fait le travail de décolonisation sur soi, on s'imagine être au-dessus de ses affaires. Parizeau, il était parfaitement bilingue, il était extraordinairement au-dessus de ses affaires. C'est la bourgeoisie canadienne-française dans son plus beau, dans son moins mesquin en plus. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire. C'est-à-dire qu'il était fabuleux de ce point de vue-là, mais il était extrêmement dangereux parce que, dans le fond, il manquait de jugement. Il voulait s'en aller, il voulait nationaliser l'amiante, il voulait l'énergie nucléaire, il aimait une fille de la GRC à un moment donné dans l'histoire aux alentours des... C'était un homme à la fois imprudent, mais c'est la grande bourgeoisie canadienne-française. Lucien Bouchard était moins heureux de ce point de vue-là, compte tenu de sa popularité. Lui, il nous a fait mal beaucoup. Il nous a fait très mal, parce que dans le fond, il aurait dû se comporter comme un mauvais perdant après le référendum de 95. Il aurait dû dire non, on continue le combat. Non, ce qu'il a fait, c'est que, rappelez-vous, il a prêché un régime de jeûne collectif. Là. Oui, il est rentré dans l'austérité. Tu sais. Mais j'ai jamais pu m'expliquer. Est-ce que c'est sa rencontre avec les Desmarais? Est-ce que c'est qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? C'est vraiment mystérieux. Et comme je vous dis, je critique les partis. Mais je reste affectueux à l'égard des hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends bien. Je suis capable de ricaner, de voir... Oui, c'est symbolique. Puis vous êtes très attentif aussi au non-verbal. Là, oui. À la symbolique en général. Mais est-ce que, Christian Saint-Germain, vous ne mythifiez pas un peu la décolonisation? C'est-à-dire qu'on a l'impression, quand même, en vous lisant, que c'est le grand soir et que si l'indépendance advenait, nos problèmes seraient un peu réglés et qu'on serait... affranchi de ce régime-là, alors que est-ce que c'est le grand soir vraiment est-ce que c'est même possible se décoloniser là? Mais c'est ce que la pandémie, c'est la triste leçon de la pandémie pour les indépendantistes, c'est-à-dire d'avoir une population soumise. Mais une population soumise, c'est une population qui a fait les frais
de Mme Marois à des CPE. C'est-à-dire, si vous élevez des enfants, si vous donnez vos enfants à l'État, à les CPE pour aller travailler, par exemple, si c'est un préposé CSN qui élève vos enfants, si c'est l'État qui élève pendant la journée vos enfants, puis qui leur donne des consignes, imaginez-vous pas que vous allez avoir des gens ben autonomes, puis imaginez-vous pas que vous allez avoir des liens bien étroits avec vos enfants. Les mêmes enfants vont vous abandonner en CHSLD plus tard inconsciemment. C'est-à-dire... évidemment, quand je dis ça à mes étudiants, ils éclatent de rire parce qu'ils trouvent ça tellement scandaleux. Parce que tout le monde sait bien que les CPE, c'est le bon Dieu sur Terre, là, c'est merveilleux. Mais tout le monde se bat pour avoir une place en CPE. Enfin, vous voyez, là, mais c'est pas, moi, je pense pas ça. Donc, vous ne réécririez pas exactement les 4 livres dont on parle? Ah non, je les réécrirais totalement à la même manière. Ouais. Mais vous dites que la pandémie est une leçon. Oui, mais... On parle de décolonisation. Donc, je le souligne à nouveau. On a l'impression, en vous lisant, que pour vous, c'est le grand soir. Est-ce qu'il n'y a pas une utopie quand même dans la décolonisation qui vous est très, très chère? On est loin de l'utopie. Dans le sens où il y a un métissage culturel également. On est peut-être plus britannique qu'on ne le croit, forcément. Oui, mais qui c'est qui veut se faire... Un peu comme... Qui c'est qui veut se faire représenter par... Parce qu'il y a la gauche aussi qui veut se faire représenter par Mélanie Joly ou par le ministre Ouadjab ou je sais pas qui. Quel homme adulte, quelle femme adulte, quel citoyen normal, normalement constitué, veut se faire représenter par du monde qui ne parle pas notre langue, ou qui la massacre, ou qui décide des choses fondamentales pour nous? Qui est en santé mentalement et physiquement pour décider d'être en curatelle? Personne. Il n'y a pas d'utopie, là. C'est juste la normalité. Non, mais se décoloniser, c'est quoi? Bon, c'est l'indépendance. C'est ça essentiellement pour vous. Mais est-ce qu'on se décolonise vraiment ou c'est plus profond que ça? Parce que le travail commence. Regardons ailleurs. Là. Se décoloniser au Mexique, on veut se décoloniser, ouais, mais les Mexicains ne retourneront jamais à leur identité originelle indigène. Là, on s'entend que les Québécois ne retourneront pas à la Nouvelle-France. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un mythe là, dans le sens où, même maintenant, on est indépendant. Est-ce qu'on règle le problème de l'anglicisation à Montréal? Parce qu'on est souverain. Est-ce que c'est possible de se décoloniser vraiment là? Bien, absolument. C'est que l'idée, c'est de s'affirmer comme État normal. C'est juste ça. Il ne veut pas dire que les luttes sont terminées. C'est le début du travail. C'est le début du travail. C'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. C'est absolument comme ça que je vois ça. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Je ne sais pas. La population vieillit. C'est la question de l'immigration, là. Le PQ a fait un tort considérable à l'idée d'indépendance, à l'idée de liberté même, à la manière dont en voulant jouer les règles constitutionnelles, en voulant être tout le temps dans la bien-pensance de la manière de faire les choses. C'est un projet scout, finalement. C'est un projet scout mais qui n'a pas de... On n'a pas... Je pense pas que Paul Saint-Pierre Plamondon soit un vecteur de liberté. Là. Tout le monde... Mes tantes l'adorent, ils le trouvent propre, ils le voudraient comme genre de dire non, je sais pas si vous voyez, c'est pas l'homme de guerre dont on a besoin, mais pas un homme de guerre. On va parler des bons gars. Oui, des maudits bons gars. Des maudits bons gars, oui. C'est qui ça? C'est qui ces gars-là? Du monde qui aime se faire poser dans le séjour avec le famille, puis qui aime être connu à la pharmacie, puis à l'épicerie, puis c'est du bon monde. C'est du bon monde, sauf que ça va nulle part. Donc ça nous parle des guerriers, là. Ben, ça nous parle des gens... Il n'y a pas de panache beaucoup au Québec, vous n'avez pas remarqué? Quelqu'un comme Lucien Bouchard avait ce potentiel-là. Ce panache? Oui, il avait ce panache-là, mais pour des raisons qui tiennent probablement à son histoire personnelle. Puis là, il ne faut pas faire de psychanalyse à Saint-Sou, mais c'est triste en maudit. Il avait cette espèce de pauvreté essentielle de l'origine québécoise. Et là, je sais qu'il est riche, puis il a mangé à la table des Desmarais, ça l'a beaucoup... Ça vous a beaucoup marqué, cet événement-là? Oui, parce que les Desmarais jouent un rôle important. C'est une trahison à ce moment-là? Une trahison. Parce que vous jouez quand même la game, disons-le, en québécois, de... Je suis un avocat habile. Nous contre eux, décolonisés, il y a des camps. Ces camps-là sont relativement fixes et étanches, là.
Et quand on veut la Coupe Stanley, il y a 2 équipes, les gars s'haïssent. C'est ce que vous dites, là, c'est ce qui devrait être. Il faut habiller Pierre Bouchard de temps en temps. Il ne faut pas nécessairement faire jouer Pierre Bouchard, mais c'est peut-être trop vieux pour vous, Pierre Bouchard, le numéro 26. Il faut que tu l'assoies sur le banc, parce que des fois, il parle aux gars qui viennent se rasseoir au banc, ils calment les affaires. Il n'y a pas besoin de le faire jouer, mais il faut que tu l'aides dans ton. Il faut qu'il joue. Ça peut pas être Pierre Mondoux tout le temps. Je fais des références à du très vieux hockey là, que personne comprend. Puis la CAQ, ça, c'est quoi ce truc-là? Ben, c'est Legault. C'est Legault, un indépendantiste convaincu, pressé, vindicatif. Si on parle d'un... Qu'est-ce qu'elle incarne, la CAQ? Non, mais rappelez-vous Legault, comme oui, c'est un ministre de la Santé en 2006, donc il savait exactement ce qui nous attendait avec la pandémie. Il y avait une connaissance des dossiers, là. Donc, la CAQ, pour vous, c'est le parti du déclin, c'est le parti du vieillissement démographique, c'est le parti du confort, du sécuritarisme? Non, c'est l'amoncellement champêtre des régions qui résistent à la partition de Montréal, à la partition en marche de Montréal. C'est positif? Ben, c'est pas positif parce que dans le fond, ils sont pas inspirés. Ils sont pas inspirés. Et quand même, pour eux, c'est un parti issu d'un élan du Québec francophone. Non, c'est la manière dont on essaie de disparaître sans douleur, se cacher à nous-mêmes que nous disparaissons. Le logo est idéal. Une sorte d'aménagement funéraire. Oui, des préarrangements. Le logo, c'est nos préarrangements collectifs. Là. C'est la manière dont on s'y prend. Donc, c'est mourir dans la dignité. Là. Exactement. C'est ne rien savoir tout en état. Tu sais, des fois, ils roulent les mécaniques. Là. Tu sais, on aime ça. Là. C'est le beau-frère avec des tatous ses avant-bras. Là. Une coalition, la CAQ peut être à la fois très woke, comme on dit aujourd'hui. La CAQ avec n'importe quoi. À partir du moment où M. Léger dit à Legault d'être en Bermuda, il va être en Bermuda. Là. Ou il a dit à Legault de mettre un peu plus de gris sur tes tempes. Puis la posture des nationalistes durant sur la pandémie, est-ce que ça vous a surpris quand même que peut-être 80% des nationalistes médiatiques ont adhéré au discours sanitaire porté par la CAQ? Ils ont un examen de conscience à faire là-dessus. Ben, c'est-à-dire que il me semble que l'histoire nous montre que je sais qu'on supprime la prof, là, puis que Pfizer, puis que les compagnies sont importantes, puis ils ont il y a tellement d'argent. C'est parce qu'on est devant des monstres d'argent, là. On est devant quelque chose d'inconnu en termes de force, en termes de puissance. T'sais. Mais ce qui est dramatique, c'est l'absence de post-mortem, d'examen de conscience des médias, puis des juristes aussi. Moi, le silence juridique, c'est quand même assez incroyable, ça aussi. Mais le silence était partout. Hein, oui, mais... Le silence des médecins, le silence des avocats, le silence des professeurs d'université. Qui, au Québec... J'ai risqué un article... Au Québec, les profs d'université, c'est du monde caché dans leur monastère. Là. Ça s'exprime à peu près sur jamais, mais quand ça s'exprime, toujours du bon bord. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de postulés. Il y a beaucoup de postulés. Mais... c'est dit très poliment. Beaucoup, mais revenons ne serait-ce qu'aux juristes, c'est-à-dire... Mais oui, les avocats sont censés être les représentants de l'État de droit. Là. Donc, oui, puis nous, on est... Tout le monde s'est couché. On est affublés de 2 chartes. Ces 2 chartes de droit qui sont supposées empêcher la surchauffe de ces situations-là. Une charte de droit, c'est pas pour les moments où tout va bien, c'est pour les moments où l'État surchauffe, comme ça a été le cas pendant la pandémie. Or, les recours sont pas été entrepris par des avocats seniors, n'ont pas été entrepris par des poids lourds, des ténors du barreau pour dire l'inviolabilité du corps humain, la protection de la liberté de conscience, qu'est-ce que vous faites avec ça? Tu sais, des grands juristes, là, des chartristes là, qui auraient pu plaider, qu'on voyait à l'émission d'Anne-Marie Dussault, là, nous parler d'alinéa, de virgule. Le droit des minorités, évidemment. Donc, qu'est-ce que vous anticipez pour les prochaines années, prochaines décennies pour le Québec? Ma retraite. Votre retraite personnelle, oui. Oui, après 35 ans de loyaux services. À l'avancement du prolétariat. Je suis sonné par je ne sais pas comment retomber sur mes pattes, pour vous dire. C'est-à-dire, c'est un événement tellement traumatisant.
Non, je veux dire, la pandémie. 95, pour moi, les affaires... La pandémie, c'était comme piétiner le cadavre de 95. D'une certaine manière. Faisons pas trop... La gestion de la pandémie, oui, c'est ça. Mais pourquoi tout le monde a dit qu'on exagérait tant que ça, puis on était complotiste? C'est incroyable, là, quand même. Oh, mais parce que, dans le fond, on vient d'une culture où les assemblées syndicales sont à main levée, de sorte que dès que quelqu'un s'est ferme ta gueule, c'est dans le fond... Mais si les gens vont venir à eux, là, ils vont s'apercevoir que, un, ça n'a pas marché, deux, les vaccins fonctionnaient modérément, que les élites médiatiques en ont pris pour leur rhume. Là. Vous parlez qu'on avait des sens uniques dans les corridors de leur amas. J'adorais ça, moi. Puis des gens avec des scaphandres qui vous accueillaient à la porte. Oui, puis on avait fermé la section. Une telle obéissance, quand même, comme intellectuel, comme éthicien, ça faisait ça. Mais revenez un État peut devenir fou. Puis fou dans le détail, là. Moi, je rentrais, j'avais un sauf-conduit pour quitter mon bureau à partir de 8 heures, parce que moi, comme je travaillais un peu tard, des fois, à mon bureau de l'UQAM, j'avais demandé une sorte de sauf-conduit, comme si on était sous l'occupation, pour pouvoir passer, pour ne pas me faire intercepter. Mais je voyais une telle désolation. Le métro Berry, c'était comme un asile à ciel ouvert. C'était une détresse incroyable. Toute cette souffrance inutile, toute cette infliction de souffrance à des innocents, faillite, crise matrimoniale, violence conjugale, overdose de drogue, tout ça ne sera jamais comptabilisé par la santé publique, qui était comme notre magistère catholique à ce moment-là, là, dont on écoutait les avis comme si c'était on était revenus à tous les réflexes les plus terrifiants. Donc, pour quand même l'État québécois remplacer l'Église, disons-le grosso modo. Oui, mais non, parce que non. Vous ne partagez pas exactement les thèses de Francis Denis, non, qui est notre c'est un auteur vidéojournaliste. et dangereux, Francis Denis. Okay. Non, mais blague à part. Non, je pense ça parce que l'Église était... il y avait un aspect... L'écran, la chose va me tomber sur la tête, mais comme par hasard, il y a eu un accident dans le tournoi. Coupé, c'est fini. Mais non, ce que j'essaie de dire, c'est que l'Église, il y avait une idée d'oblation. C'est-à-dire que les gens qui partaient en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou pour aller aider, les religieuses travaillaient gratuitement ou quasiment gratuitement, attendaient rien c'est-à-dire on ne peut pas comparer ça du tout. C'est pas du tout le même esprit. Une préposée CSN peut être extrêmement dévouée, mais c'est pas une sœur grise qui a donné sa vie, qui va prier. Vous, c'est quasiment insultant de comparer l'Église à l'État québécois. Oui, parce que j'ai été formé par des religieux d'une certaine manière. Et vous dites aussi, dans le bluff, l'avenir du bluff, il y a une formule qui dit la plus modeste des insulines en a fait plus pour le Québec que tous les députés du Parti du Bloc québécois. La modeste des ursulines. Chercher pension à Ottawa. Oui, c'est ça. Pour me penser. Conviction profonde, mais tu sais. Mais c'est pas une conviction très politiquement correcte. Non, mais parce qu'on ne connaît pas l'histoire, tout simplement. Elle n'est pas politiquement correcte parce que, dans le fond, on lit les articles de Lagacé ou de Martineau. Là, tout part de là, tout part de cette espèce de mélange à gâteau là, infernal. C'est à partir du moment où... Vous n'avez pas les médias actuels en grande estime? Mais les médias actuels, qu'est-ce qui reste? Qui se préoccupe des médias actuels à part des personnes très âgées? Vous dites Québécois, une machine à écerveler, un truc comme ça? Ou... Bien, je veux dire que je pense pas que le journal... Je pense pas que le Journal de Montréal soit connu pour la profondeur de ses vues puis les analyses. Moi, j'ai été même à l'époque où il y avait des photos de jeunes personnes en costume de bain à la page 7 ou 9, là. C'est-à-dire qu'il faut pas... je sais bien qu'il y a Elsie Lefebvre maintenant, que ça change tout, mais je pense pas que ce soit suffisant. Monsieur Saint-Germain, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Moi aussi, de vous parler. Donc, on invite tous nos auditeurs à vous relire ou à vous lire. Moi, j'ai celui de 2015 ici, L'avenir du bluff québécois, mais je rappelle qu'il y a également Le mal du Québec, Naître un coloniseur d'Amérique et Québec Circus. Les 4 ouvrages ont été publiés aux éditions Libère. Christian Saint-Germain, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir.